Bon, je pense qu'on peut commencer, hein, il est 21 h. Donc, je salue tous les rotariens et non-rotariens présents ce soir, et ça au nom de notre jeune club de Ploubalay Bête-Bossé-sur-Mer. Son président, Jo Bovir, est ici présent aussi, je le remercie. Et je remercie tous les membres de notre club de bien vouloir participer à cette conférence avec l'ensemble des rotariens du district. Donc, ce soir, c'est une grande cause qu'on voulait mettre en évidence, c'est l'illettrisme. Et cela rentrait dans le cadre de la commission action professionnelle. Et c'était important donc d'avoir un éclairage sur le problème de l'illettrisme dans l'entreprise, qui est une cause de l'éloignement de l'emploi, donc a un fort enjeu économique et un fort enjeu de formation et un problème de cohésion sociale. L'illettrisme reste malgré tout un sujet tabou et handicap avec tous ces enjeux qui sont aussi des axes qui... il y a un écho, est-ce que vous m'entendez? Bon. J'ai un écho qui revient. Voilà. Bon. Donc, compte tenu de tous ces enjeux et de cette problématique qui est chère, je pense, au Rotary, parce que le Rotary a des actions importantes pour l'éducation. Et ne serait-ce que, je peux en citer une, c'est la dictée du Rotary, hein, qui est pour la lutte contre l'illettrisme. Donc, il était important que nous évoquions ce problème avec l'ensemble des Rotariens du district. Voilà. Donc, aussi, compte tenu de tous ces enjeux, donc, le Césaire a voulu donc explorer donc, la question de l'illettrisme pour le cas des personnes donc, qui sont en emploi ou qui sont aussi des jeunes qui sont en CAP, c'est-à-dire qui ont un pas vers l'emploi. Donc, c'est un sujet grave parce que ça touche 2 500 000 personnes en France, adultes, je pense, et près de 200 000 en Bretagne. Donc, même si des moyens ont été consacrés à cette lutte contre l'illettrisme depuis environ 40 ans, même si c'était une grande cause nationale décidée en 2013, il reste beaucoup à faire. Et le Césaire, au terme de son travail, a donné donc des pistes d'action pour que cette lutte devienne une politique prioritaire en Bretagne. Donc, je remercie, donc je vais faire une présentation brève du Césaire, donc, qui est le Conseil économique, social et environnemental de la Bretagne. Et je crois que nous avons la chance d'accueillir son président Patrick Carré parmi les participants à ce webinaire. Et ensuite, donc, après cette présentation donc, brève du Césaire, je donnerai la parole aux deux rapporteurs de l'étude et intervenants ce soir, qui sont Anne Lemaine et Gilles Mattel. Donc, je vais les présenter tout de suite. Donc, Anne Lemaine, chef d'entreprise, maintenant à la retraite, hein, jeune retraitée. Elle a créé son entreprise à 27 ans, c'était Buroscope, elle a créé en 1984, donc je vous laisse faire le décompte. Buroscope, c'était une entreprise qui faisait de la formation, une formation continue, bureautique, management, informatique, mais aussi des formations diplômantes. Anne a également créé un réseau de chefs d'entreprise qui partageaient les mêmes valeurs qu'elle, c'est-à-dire sur l'égalité professionnelle et sur la citoyenneté. Et c'est quelqu'un de passionné, qui a toujours été passionné par son travail, par les gens. Je l'ai vu passionnée par son mandat au Césaire. Et elle est très investie dans de nombreuses causes. Je ne vais pas toutes les noter, mais les sans-abri, la lutte contre l'illettrisme évidemment, le travail adapté. Donc, j'ai une devise qui m'a été transmise, qu'elle utilise souvent, c'est être sérieux sans se prendre au sérieux. C'est ça. Voilà. C'est ça. Bon. Et Anne, vous pouvez la retrouver aussi, parce que c'est un peu un couteau suisse. Elle fait aussi une émission de radio maintenant qui s'appelle Passe Âge, qui est une émission sur le thème de la transmission des valeurs.
C'est une émission sur Radio Rennes, hein, qui est tous les 15 jours le samedi à 15 heures. C'est bien cela, je ne me suis pas trompée. C'est ça, Marie. Bon. L'autre intervenant, c'est Gilles Mattel, que je remercie aussi d'être présent, qui était membre du Césaire comme Anne, qui était le directeur du travail, donc de la direction régionale des entreprises, alors je ne vais pas me tromper, de la concurrence, de la consommation, du travail de l'emploi, la directe, c'est ça. Pour l'Ille-et-Vilaine. D'Ille-et-Vilaine, voilà. Donc, Gilles, c'est quelqu'un aussi qui est fortement impliqué dans la lutte contre la précarité. Donc, il est le président des Amitiés sociales. Alors, les Amitiés sociales, c'est une association qui œuvre dans la gestion de logements pour les jeunes et je crois qui touche quand même près de 1200 jeunes sur Rennes, si je ne me trompe pas. Il est membre du CODEV aussi, donc le CODEV, c'est le fait d'insertion sociale par le logement. Il est aussi membre du conseil d'administration de l'association Le 4 bis. Le 4 bis aussi, c'est une association qui est créée pour accueillir des jeunes et donc les informer sur tous les sujets qui les intéressent, comme l'emploi, la formation, la vie quotidienne. Voilà, donc tous deux vraiment aussi fortement impliqués pour la lutte contre l'illettrisme et qui font un gros travail pour la solidarité. Donc, voilà pour la présentation des deux conférenciers de ce soir. Avez-vous quelque chose tous les deux à rajouter ou Une précision, le CODEV, c'est le comité de développement de Rennes Métropole. Oui. C'est en quelque sorte un petit Césaire au niveau de Rennes Métropole. Merci pour cette précision, Gilles. Donc, moi, comme je vous l'ai dit, j'allais faire en tant que membre du Césaire également, je vais faire une présentation succincte du Césaire. Donc, je vous rappelle, Conseil économique, social et environnemental régional. Donc, le Césaire, c'est un laboratoire d'idées, c'est une force de proposition, c'est la deuxième assemblée de la région Bretagne, hein, après le conseil régional. Donc, le Césaire concourt comme le conseil régional à l'administration de la région. Voilà, pour un peu simplifier. Donc, c'est un acteur essentiel de la démocratie participative. Le Césaire est composé d'hommes et de femmes vraiment d'horizons très divers et qui représentent tous la société civile organisée. Donc, il est composé de membres qui sont nommés, donc pas élus, et qui sont nommés pour 6 ans par arrêté du préfet de région. Donc, et la mandature actuelle, elle court sur la période 2018 à 2024. Son président donc, actuel est Patrick Carré. Donc, les conseillers économiques et sociaux donc, sont répartis en fin de compte en 4 collèges. La représentativité du Césaire, elle est donc sur un collège 1 qui représente pour le tiers donc, de ses membres, puisque nous sommes 120 membres, donc le tiers, c'est-à-dire en gros 38 membres, qui représentent donc les entreprises et les professions non salariées. Le collège 2, donc 38 membres également, qui représentent les organisations syndicales qui sont, elles, représentatives au plan national. Donc, on peut en noter CFDT, CGT, je vais pas toutes les donner, CFTC et FSU. Voilà, donc toutes les organisations qui sont représentées au plan national. Et le collège 3 représente les organismes et associations qui participent donc à la vie collective de la région, donc sur la famille et l'éducation, sur la culture, sur l'aménagement et le tourisme, par exemple. Et donc, 38 membres également. Donc, il reste 6 membres qui sont ce qu'on appelle des personnalités qualifiées, donc qui, elles, sont nommées directement par le préfet également, et dont Gilles et Anne faisaient partie. Voilà. Donc, comment on travaille au Césaire? Au Césaire, il y a des instances, il y a une assemblée plénière, il y a un bureau, il y a des commissions, des sections, des groupes de travail. Donc, il y a 4 commissions, donc aménagement des territoires, économie et innovation, formation, emploi et éducation. Donc, Gilles et Anne faisaient partie donc, de cette commission formation et emploi et éducation. Et c'est dans le cadre de cette commission qu'ils ont produit avec cette étude sur l'illettrisme. Et la dernière commission, donc, c'est une commission, ce qu'on appelle qualité de vie, qui est société, environnement et qualité de vie. Voilà. Donc,
le Césaire, en fin de compte, a trois grandes missions, en fin de compte, pour éclairer l'action publique. Il a une fonction d'avis sur les politiques du Conseil régional, mais il est aussi force de proposition par ses études, par ses contributions, et il a aussi une contribution au suivi à l'évaluation des politiques régionales. Voilà. Voilà en gros ce qu'est le Césaire, et éventuellement je pourrais répondre à des questions ensuite que vous pourrez poser par le chat, parce que vous avez en bas de votre écran la possibilité donc de nous poser des questions par Q et R, voilà. Donc, et tout au long de cette présentation sur l'illettrisme, vous pourrez le faire, et donc je retransmettrai les questions aux deux conférenciers. Donc Anne et Gilles, merci. Bonjour. Et je vous laisse la parole. Bon, très bien. Je commence, Anne ? Bonjour, bonjour d'abord aux membres du Rotary et merci d'être là pour ce sujet qui est d'importance. Et je pense que le Rotary Club de Ploubalay partage les mêmes valeurs qu'on peut avoir, Gilles et moi, pour la présentation de cette étude. Mais c'est Gilles qui va commencer à vous présenter l'étude que nous avons mis quelques mois à faire avec une vingtaine de membres du Césaire en 2018. C'est ça ? Voilà. Étude de décembre 2018, donc certains chiffres seront réactualisés. Donc j'ai fait un petit peu le point cet après-midi. Et puis effectivement, comme le dit Anne, on est effectivement les rapporteurs, mais c'est un travail collectif et qui a été validé bien entendu par le bureau du Césaire. C'est donc nous ne sommes que les rapporteurs d'une étude collective. Donc sur la première diapositive que vous avez, donc l'affaire de tous, eh bien le Césaire a effectivement décidé de traiter cette question de l'illettrisme en entreprise. Parce que la responsabilité de l'action de lutte contre l'illettrisme, c'est l'affaire de tous, donc les collectivités, l'État, les associations, les partenaires sociaux. C'est vraiment, on ne peut pas s'en désintéresser, même si l'affaire d'aujourd'hui ne concerne pour nous que la situation en entreprise. Je passe à la deuxième diapo. Donc, quelques points de précision. L'illettrisme, c'est quelque chose de particulier qu'il ne faut pas confondre avec l'analphabétisme ou avec les personnalités, enfin les personnes allophones. Alors, quelques points. La définition de l'illettrisme, c'est celle qui a été donnée par l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme il y a déjà un petit moment, donc je vous la lis. Cette définition reconnaît comme illettrés les personnes qui ne maîtrisent pas du tout l'écrit, c'est-à-dire l'écriture et la lecture, alors qu'elles ont été scolarisées en France. Cette définition exclut de l'illettrisme les personnes qui apprennent le français comme une langue étrangère. L'illettrisme est un sujet important, car ne pas savoir lire et écrire entraîne une impossibilité à gérer les situations de la vie quotidienne, d'autant plus compliquées dans une période où les nouvelles technologies nous obligent à lire et écrire des informations simples. Donc, il ne faut pas confondre l'illettrisme avec l'analphabétisme, qui concerne la situation des personnes qui n'ont jamais été scolarisées, que ce soit en France ou dans un autre pays. Et les personnes, il ne faut pas confondre non plus avec les personnes allophones, qui concernent la situation des immigrés ou des immigrants qui ont été scolarisés et sont parfois fortement diplômés et doivent apprendre le français comme une nouvelle langue. Donc nous, ce soir, on est bien sur l'illettrisme uniquement. Alors, les chiffres, tout à l'heure, donc, Marie Le Gall a rappelé les chiffres qui sont extrêmement importants. Donc, en 2018, mais je pense que les chiffres n'ont pas beaucoup évolué depuis cette époque, on comptait en France métropolitaine 2 500 000 personnes adultes âgées de 18 à 65 ans en situation d'illettrisme, soit 7% de la population. Le nombre de personnes en situation d'illettrisme est donc considérable et il n'intègre pas les moins de 18 ans. Selon le greffe de Bretagne, en Bretagne, l'illettrisme concernerait de 150 000 à 200 000 adultes de 18 à 65 ans. Pour la Bretagne, les tests qui ont été réalisés en 2017 à l'occasion des journées défense et citoyenneté identifiaient près de 1900 jeunes Bretons âgés d'environ 17 ans. Et une enquête réalisée par le Césaire entre mi-janvier 2018 et fin mars 2018 auprès des CFA, donc Centre de formation d'apprentis en Bretagne, montre par ailleurs que l'illettrisme pourrait concerner un peu plus de 20% des jeunes en première année de certificat d'aptitude professionnelle, donc en première année de CAP. Donc, comme vous le constatez, c'est un enjeu qui est un enjeu extrêmement important. Et alors, si on compare cet enjeu avec les chiffres de chômage que j'ai actualisés aujourd'hui même,
Au 4e trimestre 2020, la Bretagne comptait 268 230 chômeurs de catégorie A, B et C, dont 132 040 inscrits depuis plus d'un an à Pôle emploi. Donc, deux chiffres, 268 000 demandeurs d'emploi, dont 132 000 de plus d'un an au chômage. Quand le nombre de chômeurs de catégorie A, B et C augmentait de 3% sur un an, celui des chômeurs de longue durée, donc de plus d'un an, augmentait de 7,9%. Et évidemment, on peut l'imaginer, parmi les chômeurs de longue durée, il y a une partie d'illettrés dont on ne mesure pas forcément le nombre, mais qui doit être quand même significative. Diapo suivant, merci. Donc, l'illettrisme est une préoccupation économique. Comme vous le voyez sur le titre de la diapositive, 51% des personnes sans illettrés ont un emploi. C'est-à-dire que les illettrés, ce ne sont pas des gens qui sont idiots, pas du tout. Ce sont des gens plutôt futés puisqu'ils se débrouillent pour occuper un emploi avec ce handicap considérable qui est de ne pas savoir lire et écrire. Donc, c'est une préoccupation économique importante puisque une entreprise qui va se transformer, eh bien, les personnes illettrées auront un désavantage de plus que les autres pour s'adapter. La lutte contre l'illettrisme dans les entreprises doit viser à la sécurisation de l'emploi et des trajectoires professionnelles, la prévention du chômage et rendre possible l'accès des personnes au parcours de formation et de permettre l'élévation des niveaux de compétences et de qualification de l'entreprise bretonne. Éprouver les difficultés à l'écrit accroît la probabilité d'être au chômage et notamment au chômage de longue durée, d'avoir des expériences professionnelles limitées et de ne pas accéder aux formations, a fortiori celles ayant pour but d'améliorer ou d'acquérir des connaissances ou de nouvelles compétences. Alors un exemple qui ne date pas d'aujourd'hui mais qui était extrêmement significatif. En 1995, j'avais été amené à faire une étude dans un gros abattoir de Bretagne qui occupait 800 salariés. Sur les 800 salariés, il y avait une centaine qui étaient en situation d'illettrisme. Eh bien, dans l'entreprise, ils se débrouillaient très bien. Mais un projet de restructuration était en projet. Et donc, bien, lorsque ce projet a été mis en œuvre, eh bien, vous imaginez bien que la centaine de personnes qui étaient qui étaient illettrées ont eu des difficultés importantes pour conserver leur emploi. Et quand on perd son emploi, quand on est illettré, on ne va pas à la case 0 de Pôle emploi, on va à la case moins 50. Ça veut dire qu'après, c'est à la collectivité d'assurer les remédiations pour permettre aux gens de retrouver un niveau de lecture et d'écriture et de calcul pour ensuite accéder aux formations. Donc, c'est un enjeu qui est un enjeu économique important en plus de l'enjeu citoyen. Alors, des enjeux multiples dont vous le voyez à l'écran. Le premier enjeu est celui de l'égalité et de la cohésion sociale. Savoir lire et écrire est la condition qui rend possible pour chacun l'accès aux informations, aux droits, à la connaissance et à la culture. C'est une question essentielle de l'autonomie dans la vie quotidienne et de l'émancipation intellectuelle. Il s'agit aussi, en termes collectifs, d'un enjeu de progrès social et de citoyenneté. La lutte contre l'illettrisme vise le bien-être des personnes, leur santé et la santé au travail. Comment connaître ses droits en termes de sécurité sociale ou compléter un formulaire de sortie à l'hôpital lorsqu'on ne sait ni lire ni écrire? Comment comprendre l'ordonnance d'un médecin ou respecter la posologie d'un médicament? Comment prendre connaissance des consignes de sécurité et d'hygiène au travail? Toutes ces démarches sont complexes quand on ne sait ni lire ni écrire. Les actifs peu qualifiés sont aujourd'hui particulièrement exposés dans le contexte des transformations que connaissent les entreprises en lien avec les changements, notamment ceux liés au numérique, au progrès technologique et à l'émergence d'une économie plus sobre en ressources utilisées. Les emplois les plus soumis au risque d'automatisation des tâches entraînées par la robotisation ou le numérique sont des métiers peu qualifiés. 40% des travailleurs dont le niveau d'instruction est inférieur au baccalauréat occupent des emplois ayant un fort risque d'automatisation, alors que moins de 5% des travailleurs diplômés du supérieur sont exposés au même risque. Dans tous les secteurs et dans presque tous les métiers, quelle que soit la taille de l'entreprise, les consignes orales et directes diminuent au profit d'instructions écrites sur papier ou sur écran.
Un autre objectif important de la lutte contre l'illettrisme est de réduire le risque d'exclusion aggravé qu'engendre la transformation numérique. C'est ce qu'on appelle l'électronisme. Et je passe la parole à Anne pour la diapo suivante. Alors, c'est une question où il reste beaucoup à faire. Ça fait une quarantaine d'années qu'on se pose, qu'on travaille sur le sujet en France, dans les régions. Il y a eu des plans de lutte contre l'illettrisme, mais il y a encore beaucoup à faire. Alors, quelles sont les difficultés qu'on rencontre pour que ce soit bien mis en œuvre? D'abord, la première difficulté, c'est la détection. Les entreprises ont du mal à détecter les situations d'illettrisme parce que les personnes ont honte. Et comme disait Gilles, elles arrivent à bien se débrouiller et à cacher leur illettrisme. Je pense à un monsieur qu'on a fait venir au Césaire qui s'appelait Jean-René Mahé, qui a appris à lire et à écrire à 45 ans et qui a réussi à cacher son illettrisme de l'âge de 16 ans dans son entreprise jusqu'à l'âge de 45 ans. Et après, il a réussi à s'en sortir. Donc, c'est la honte de l'illettrisme fait que dans les entreprises, on se cache. Du coup, pour les employeurs, c'est très difficile d'aborder cette question-là. C'est très difficile aussi pour les TPE, principalement, qui n'ont pas forcément de DRH, qui ne savent pas forcément bien faire des entretiens professionnels et qui ne savent pas vers qui aller quand elles arrivent à détecter une situation d'illettrisme. Donc, il y a vraiment un manque de visibilité pour les entreprises et ça, c'est compliqué. Et pour les salariés, c'est très compliqué aussi parce qu'ils ont un rejet de l'école. Ce sont des personnes qui, souvent, qui sont loin d'être idiots, mais qui ont eu un rejet de l'école. Et leur proposer des formations comme ça d'emblée, ce n'est pas forcément évident. Donc, on a une triple difficulté qui fait que les plans de lutte contre l'illettrisme ont souvent capoté. Alors, aujourd'hui, en 2021, la région Bretagne et l'État se sont réunis pour relancer un nouveau plan de lutte contre l'illettrisme, où d'ailleurs, et on en est très fiers, le Césaire, c'est que les préconisations qu'on a pu faire ont été reprises récemment dans le nouveau plan de lutte contre l'illettrisme. Donc, on croise les doigts que ça marche. Excusez-moi. Alors, dans les entreprises, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, quel est l'intérêt pour une entreprise de travailler, à la lutte contre l'illettrisme? D'abord, c'est un enjeu évident pour la motivation des salariés et la performance économique des salariés. Je peux vous donner un exemple, par exemple, de quelque chose qui a eu lieu dans un hôpital à Paris, où les consignes étaient données par écrit de faire attention quand les techniciennes de surface, pour ne pas dire les femmes de ménage de l'hôpital, fassent le ménage dans les chambres, consignes étaient données de faire attention à ce que le seau et la serpillière soient nettoyés entre chaque chambre pour éviter les maladies nosocomiales. Sauf que la personne qui faisait le ménage ne savait pas lire ni écrire. Donc, un responsable est arrivé et a vu ce qui se passait. C'est grave parce que la personne, du coup, c'était une entreprise qui était prestataire pour l'hôpital, s'est vue mise à pied. Et puis, c'est très dangereux pour l'entreprise aussi. Donc, il y a une évidence que pour les entreprises, il faut agir contre l'illettrisme qui devient de plus en plus important, surtout aujourd'hui avec le numérique où les consignes sont données beaucoup plus par écrit, par les iPhones, par les tablettes. Tout ça est donné par écrit. Il y a beaucoup moins qu'à notre époque, nous les vieux, on avait des consignes en direct. Aujourd'hui, tout est fait par écrit avec l'informatique. Donc, c'est encore plus urgent aujourd'hui de traiter pour les entreprises cette lutte contre l'illettrisme. Alors, il y a des formations qui peuvent être mises en place, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises et principalement les TPE ne savent pas qu'on peut les mettre en œuvre, ne savent pas vers qui se diriger. Donc, non seulement elles ont du mal à détecter, mais elles ne savent pas vers qui se diriger. Donc là, il y a un petit peu une double peine pour les entreprises de petite taille. Excusez-moi, je donne la parole à Gilles, mais j'avais encore envie de dire 2-3 trucs. Je suis un peu une bavarde, moi. Sur l'entreprise, parce que je pense, j'ai envie de dialoguer avec vous, même si je ne vous vois pas. C'est un peu frustrant, évidemment, ce Covid et puis cette ère numérique. Je ne vous vois pas, mais ce n'est pas grave. Je sais que derrière l'écran, il y a des personnes et que dans ces personnes, il y a, c'est sûr, des chefs d'entreprise. Et je suis sûre que dans ces chefs d'entreprise, il y en a un certain nombre qui se disent
peut-être que chez moi, ça arrive aussi. Parce que, bon, moi, ça ne m'est pas arrivé à moi parce que je travaillais dans le tertiaire, donc je n'ai pas été confrontée à ça. Mais j'ai bon nombre de collègues chefs d'entreprise qui ont été confrontés et qui se sont rendus compte par hasard. Donc là, on a tout intérêt à agir et surtout, les entreprises ont tout intérêt à se diriger vers le conseil régional pour voir comment elles peuvent être aidées pour arriver à déceler ces situations d'illettrisme. Excusez-moi, je suis trop bavarde. Gilles va encore me le dire, alors je lui laisse la parole pour la diapo suivante. Très bien, merci. Donc, sur les constats qui ont été rappelés par Anne, donc le Césaire a formulé 10 préconisations. Elles ont été adressées au conseil régional, donc, dont le rôle dans la lutte contre l'illettrisme s'est affirmé avec les lois de décentralisation et la compétence générale en matière de formation professionnelle tout au long de la vie confiée aux régions, même si depuis quelque temps, la compétence a été un petit peu modifiée. Donc, ces préconisations s'adressent à l'ensemble des acteurs régionaux qui ont une responsabilité en matière de lutte contre l'illettrisme. Au premier chef, bien entendu, il y a l'État en région. Il y a tous les acteurs de l'apprentissage, les branches professionnelles, les opérateurs de compétences, les chefs d'entreprise, les partenaires sociaux, etc., etc. Donc, personne ne peut dire « cette affaire ne me concerne pas ». Donc, premier point, renforcer le portage politique et un nouveau plan régional de lutte contre l'illettrisme dont Anne vient de parler, puisqu'il a été présenté, je crois, ces jours-ci. Il reprend une partie… Le 29 avril. Voilà, il reprend… Non, le 29 avril, ce n'est pas passé. Il va passer le 29 avril devant le conseil régional. Voilà. Donc, le premier point, il s'agit d'identifier des lieux référents dans toutes les collectivités territoriales, y compris au sein du conseil régional, et il faut qu'ils soient porteurs d'une action visible, comme est aujourd'hui visible, par exemple, la politique régionale en faveur de l'égalité femmes-hommes. L'action contre l'illettrisme doit faire l'objet d'une communication d'ampleur de la part des acteurs publics et privés. C'est quelque chose qui ne doit pas être confidentiel, c'est quelque chose qui doit être mis sur la place publique. Il conviendra aussi d'évaluer le plan régional de prévention et de lutte contre l'illettrisme qui avait été mis en place en novembre 2015 et d'identifier un budget fléché et des moyens, notamment humains, pour le suivant. Donc, je veux croire que celui qui va être présenté le 29 avril prévoira effectivement et ses moyens humains et financiers. Ensuite, associer les partenaires sociaux, les organisations professionnelles, les futurs opérateurs de compétences, donc les OPCO, ils sont plus futurs, maintenant ils existent, les réseaux consulaires, les structures d'insertion par l'activité économique, le monde associatif et les conseils départementaux à l'élaboration et à la mise en œuvre de ce plan. Si on dit que c'est l'affaire de tous, il faut que chacun puisse contribuer à l'élaboration de ce plan. Diapo suivante, merci. Autre acteur qu'il faut mobiliser, donc les territoires et les EPCI, puisque comme l'indique la diapo, 50% des personnes en situation d'illettrisme vivent en zone rurale. Donc les acteurs de proximité que sont les EPCI et les opérateurs locaux doivent être mobilisés car ce sont eux qui ont le contact direct avec le tissu des PME et des TPE. Diapo suivante, Anne. Pardon. Diapo suivante, merci. Alors, la proposition qui est faite, c'est d'expérimenter sur un ou deux territoires une action particulière, donc une animation territoriale. Donc, l'idée, ce serait d'inscrire la démarche dans le cadre du service public d'accompagnement des entreprises dans les différentes démarches de GPECT, c'est-à-dire gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, qui impliquent pour un territoire la réalisation d'un diagnostic partagé des besoins en compétences et de la mise en œuvre d'une action coordonnée des partenaires publics et privés. Donc ça veut dire que sur un territoire, il faut sous l'autorité, alors maintenant, de l'État et de la région avec la participation des partenaires sociaux, de dire notre territoire, quel est-il sur tel et tel plan? La mobilisation des territoires est essentielle puisque, comme on l'a vu, presque 50% des adultes sont en situation d'illettrisme et vivent dans ces territoires. Il faut mettre également en place des relais de lutte contre l'illettrisme dans ces territoires, c'est-à-dire des référents. Et il faut inscrire la lutte contre l'illettrisme dans les contrats de ville qui constituent pour les 32 quartiers prioritaires qui existent dans les 32 quartiers prioritaires en Bretagne. Enfin, et ça je pense que c'est fait, inscrire la lutte contre l'illettrisme dans le cadre de la démarche Braillescope qui vise à construire un projet d'avenir pour la Bretagne à l'horizon 2040. Anne.
Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que l'illettrisme est surtout travaillé par les associations et les bénévoles. C'est 80% à peu près de l'action sur l'illettrisme. Ce sont des personnes qui sont des petites associations, qui sont souvent isolées, qui n'ont pas beaucoup de moyens. Et c'est là que justement, vous, le Rotary Club, je pense, serez intéressés parce que ce sont vraiment c'est eux qui font le travail. Parce qu'on n'a pas les moyens, c'est très compliqué dans les entreprises et c'est souvent très compliqué aussi dans les organismes de formation. Donc, c'est un travail de fourmi et il faut savoir aussi que la personne qui est en situation d'illettrisme va plutôt aller voir la petite association de son quartier pour se faire aider. Donc, le monde associatif est essentiel dans la lutte contre l'illettrisme. Et donc, le Césaire, dans ses préconisations, a demandé en 2018 à aider les associations pour former les bénévoles à la formation des personnes pour lutter contre l'illettrisme, parce que ça ne s'invente pas de réapprendre à lire et à écrire. C'est pas si facile que ça. Et de permettre de faire connaître l'offre régionale et locale des formations, parce qu'on a une offre, mais qui est peu connue. Il n'y a pas de lien, si vous voulez, aujourd'hui, entre le monde associatif, il n'y a pas beaucoup de lien entre le monde associatif qui, eux, ont les personnes en direct, et le monde de la formation ou le monde du conseil régional. Il n'y a pas encore de lien qui se fait. Donc, c'est ça que nous préconisions, c'est de mobiliser l'intégralité des acteurs pour qu'ils travaillent ensemble dans la même direction. Voilà, et on se dit que la région peut jouer un rôle d'animation sur les territoires pour permettre aux associations de se faire connaître, aux entreprises de savoir que telle association travaille sur l'illettrisme, etc. Gilles Mattel, qui est quelqu'un qui travaille beaucoup malgré son grand âge, là je plaisante, qui malgré sa retraite est très actif, nous a cet après-midi envoyé une liste d'associations qui travaillent sur l'illettrisme dans les Côtes-d'Armor, pour vous, les membres du Rotary, si vous étiez intéressés pour pouvoir les rencontrer, parce qu'il y a une mine, alors tu peux peut-être le dire, là je sors du diaporama, mais il y a combien d'associations Alors, j'en ai identifié 3 sur la région des Côtes-d'Armor, mais effectivement, tout à l'heure, Marie m'a dit que ce serait bien de compléter par des associations du secteur de Saint-Malo. Donc, je vais regarder et je les enverrai dès que possible. Gilles, il faut savoir, je reprends la parole si vous voulez bien. Juste un petit aparté. On est là dans le cadre du district Bretagne-Mayenne. Donc, si tu pouvais recenser toutes les associations sur la région Bretagne, donc les 4 départements bretons, je ne parle pas de la Bretagne historique, je parle de 4 départements bretons et la Mayenne, ça pourrait être intéressant parce que ça pourrait intéresser justement le district et en particulier la commission action professionnelle. D'accord, il n'y a pas de souci. En tout cas, merci beaucoup. Je vous donne la parole. Merci Gilles de ce travail fait pour les associations des Côtes-d'Armor. Et pour terminer sur ce volet associatif, lors de notre étude, on avait demandé aussi à ce que la région invite les associations de bénévoles à permettre aussi de travailler sur ce qu'on appelle le visa Internet. Le visa Internet, c'est un dispositif que la région a mis en place pour permettre aux personnes, à tout breton et bretonne de jusqu'à 80 ans, de savoir utiliser l'informatique. Parce qu'on parle d'illettrisme, mais bien évidemment, vous comprendrez bien que derrière, il y a l'électronisme. Et qu'aujourd'hui, surtout en plus en période de pandémie, vous voyez bien à quel point le numérique a pris de l'importance et qu'aujourd'hui, on laisse sur le bord du chemin un certain nombre de personnes qui d'ailleurs aujourd'hui ne peuvent même pas aller se faire vacciner parce qu'elles ne savent pas comment utiliser l'informatique. Alors si en plus elles ne savent ni lire ni écrire, je ne vous raconte pas le travail. Donc voilà pourquoi aujourd'hui c'est essentiel, c'est urgent de prendre ce combat en charge parce que la pandémie nous montre aussi hélas, je dis hélas parce que je suis une vieille dame, mais un monde d'après qui sera beaucoup plus virtuel. Et ce virtuel, si nous qui avons travaillé, on utilisait ces outils-là, ça va, mais on laisse sur le bord du chemin un certain nombre de personnes.
On a demandé aussi à la région Bretagne d'essayer de faire en sorte que les parcours de formation soient un peu plus faciles, parce qu'aujourd'hui, c'est compliqué de rentrer dans un parcours de formation. Et pour quelqu'un qui ne sait ni lire ni écrire, eh bien, il n'a pas accès aux offres de formation, aux dispositifs de droit commun. Il existe bien à la région Bretagne un dispositif qui s'appelle compétences clés, c'est-à-dire un dispositif sur les savoirs de base, savoir lire et écrire, mais ce n'est pas suffisant parce qu'il faut aussi que ces personnes-là arrivent à avoir un diplôme. Et pour ça, il faut qu'elles puissent avoir accès aux formations diplômantes. Donc, il faut aider les organismes de formation à pouvoir les intégrer. Une chose aussi qui est importante dans la lutte contre l'illettrisme, c'est les personnes de plus de 50 ans, puisque 53% des personnes en situation d'illettrisme ont plus de 45 ans. Alors, 45 ans, pour moi, ça m'énerve. Ce n'est pas senior, hein, attendez. Un 45 ans, c'est un jeune. C'est un petit enfant pour moi. Donc, mais c'est la réalité des chiffres. 53% des illettrés ont plus de 45 ans. Et c'est surtout 50-55 ans et dans le monde rural qu'on trouve le plus d'illettrés. Donc là, il faut permettre à ces personnes qui déjà, alors en entreprise, je ne sais pas si vous le savez, mais ce sont des personnes entre 50 et 64 ans, il n'y a qu'un salarié sur 3 de cette tranche d'âge qui a des formations, qui peut bénéficier de formations dans le monde du travail. Ce sont toujours un petit peu les seniors, ce sont souvent les laissés pour compte. Alors, s'ils cumulent avec la situation d'illettrisme, c'est très, très, très compliqué pour eux. Donc, ce choix aussi de travailler sur les plus de 50 ans est important. On pense aussi qu'il faut travailler sur la pédagogie, parce que c'est pareil, les personnes qui sont en situation d'illettrisme, Jean-René Mahé, qui était en situation d'illettrisme, nous l'a bien dit, ils ne veulent pas retourner à l'école. Ils ne veulent pas, c'est un traumatisme qu'ils ont eu, donc il faut trouver autre chose. Il faut trouver un mode de formation beaucoup plus ludique et préférer plutôt des situations de travail plutôt qu'une formation en salle. Il faut les mettre en situation d'apprentissage derrière un ordinateur un peu ludique pour leur apprendre à récupérer un petit peu les bases en français. Donc, c'est tout ce soutien-là qu'on a demandé à la région, de soutenir les modes de pédagogie beaucoup plus innovantes pour permettre aux personnes en situation d'illettrisme de pouvoir suivre ces formations et de ne pas avoir de rejet. Aujourd'hui, moi qui ai géré un centre de formation, je peux vous dire qu'il y a très, très, très peu de personnes en situation d'illettrisme qui osent franchir la porte d'un centre de formation. C'est trop l'école. Eh bien, ça va être à mon collègue maintenant de vous parler de la sensibilisation des entreprises. Alors effectivement, c'est comment aborder l'illettrisme dans le monde du travail. Eh bien, ce n'est pas forcément simple et ça ne se fait pas frontalement. Parce que sinon, les personnes en situation d'illettrisme, j'ai l'occasion de le dire en début d'intervention, ce ne sont pas des gens qui sont idiots, bien au contraire, ils arrivent à être efficaces dans leur travail sans maîtriser la lecture et l'écriture. Un seul exemple pour que vous compreniez bien, il y a quelques années, il y a eu un documentaire sur un livreur de pizza à Paris qui ne savait ni lire ni écrire et qui ne se trompait jamais lorsqu'il s'agissait d'adresser les commandes à la bonne adresse. Autrement dit, ce sont des gens qui sont tout à fait intelligents. La question, c'est comment mettre en évidence la difficulté sans les mettre en difficulté eux-mêmes et puis les aider à dépasser ce handicap. Alors, il y a un instrument que prévoit la loi, c'est l'entretien professionnel, qui est consacré donc aux perspectives d'évolution professionnelle de la salariée ou du salarié, et c'est un bon moyen d'identifier les situations d'illettrisme au travail et d'évoquer avec les salariés concernés la situation, à condition qu'ils en soient d'accord, pour construire avec eux un parcours de montée en compétences, des compétences de base. La difficulté, c'est dans toutes les entreprises, notamment les PME, toutes les entreprises n'ont pas les moyens de mettre en œuvre ou ne sont pas outillées pour que l'entretien professionnel ait cette dimension aussi efficace. Ça arrive, mais ça peut aussi ne pas arriver. Alors, autre chose qu'il est possible de faire, c'est mettre en place des actions qui visent à sensibiliser à la question de l'illettrisme et à l'importance de ces entretiens professionnels. C'est-à-dire montrer que c'est dans l'ordre des choses et que ce sont des choses qui ne sont pas tabous, dont on peut en parler.
Donc, ces actions pourraient être réalisées avec l'appui de la région par les organismes consulaires, les organisations professionnelles, les opérateurs donc, de compétences, les OPCO maintenant, et en mobilisant le service public d'accompagnement des entreprises. Et puis peut-être dans chaque entreprise, identifier un référent formation, sensibiliser à la question de l'illettrisme et aux enjeux de la maîtrise des savoirs de base. Quelqu'un qui sera en capacité d'écouter, de ne pas stigmatiser bien entendu, et puis petit à petit, comme a pu le faire Jean-François Mahé, dont comment Anne rappelait l'expérience, amener petit à petit les intéressés vers des remédiations possibles auprès des associations par exemple. Alors, un centre de ressources illettrisme en Bretagne. Eh bien, à la différence d'autres régions, alors je ne sais pas si ça a changé depuis 2018, mais il n'existe pas de centre de ressources illettrisme en Bretagne qui répondrait aux besoins relatifs à l'information générale sur l'illettrisme, aux actions de sensibilisation et de formation, voire de mise en relation des acteurs, en passant par le greffe. C'est-à-dire que le greffe, il n'y a pas aujourd'hui il n'y a pas ce truchement en quelque sorte. Enfin, une cartographie régionale des différentes structures, donc on en parlait tout à l'heure sur la liste des entreprises, des associations qui interviennent, donc une cartographie régionale des différentes structures, associations, organismes de formation, points région, professionnels du service public régional de l'orientation. S'il existait une carte régionale de ces structures, ça serait susceptible d'accueillir et d'accompagner les personnes en situation d'illettrisme en leur dispensant un premier niveau de conseil et en les guidant vers les formations adéquates. Donc ça, je pense que c'est à faire. Alors tout à l'heure, je parlais des seniors, maintenant je vais vous parler des jeunes, parce qu'il n'y a pas que les seniors qui souffrent d'illettrisme, mais il y a les jeunes aussi. Hélas, on se rend compte que 20% des jeunes qui rentrent en première année de CAP sont en situation d'illettrisme. Donc ça va intéresser peut-être les personnes ici qui sont chefs d'entreprise et qui peuvent accueillir des alternants. Comment faire pour détecter ces situations d'illettrisme auprès de jeunes? Les CFA ont des outils, ils ont des tests de positionnement, mais c'est souvent pour raccourcir ou rallonger un parcours. Ce n'est pas forcément pour mettre en place des formations adéquates et les accompagner individuellement. Donc, excusez-moi, je ne sais pas si vous voyez. Non, ça va? C'est bon? Donc, nous, on préconise que dans les centres de formation d'apprentis, il y ait vraiment des entretiens, non pas seulement de positionnement, mais des entretiens individuels et qui mettent le jeune en confiance pour éviter qu'il rate son année d'alternant, évidemment. Ah, j'ai un problème. Je ne peux pas passer à la diapo suivante. Je ne sais pas pourquoi. Tout à l'heure, ça m'a fait quelque chose de bizarre. Je ne peux pas passer à la diapo suivante. Écoutez, je suis désolée. Ce n'est pas grave. Je vais vous laisser avec les jeunes, mais je vais continuer à vous parler. Je ne peux pas y aller. Hein. Il n'est pas là, monsieur Gilles? Bon, voilà. On demandait aussi dans notre étude à coordonner l'action contre l'illettrisme en apprentissage. Et donc, ce qu'on aimerait, et je crois que c'est ça qui a été mis en œuvre en 2021, et moi j'en suis très contente, c'est qu'il nous paraît le plus important, c'est que toutes les personnes qui travaillent, que ce soit les CFA, les branches professionnelles, les chefs d'entreprise des TPE, les organismes de formation, qu'on travaille, ou les associations de bénévoles, on travaille dans la même direction et on travaille ensemble. Et qu'on mutualise un peu nos données, parce que chacun a des outils, mais on ne sait pas forcément comment le faire. Donc, on a besoin de travailler ensemble. Et la région Bretagne, là, avec l'État, ont décidé de mettre en œuvre une animation par territoire. Alors, je ne sais pas si dans votre territoire des Côtes-d'Armor, il y aura ça vers Dinan, mais en tout cas, c'est vraiment leur vœu qu'il y ait beaucoup plus de mutualisation de travail sur la lutte contre l'illettrisme. Et puis, on a demandé aussi, lors de cette étude, à outiller tous les acteurs de la formation, que ce soit l'éducation nationale, parce que c'est pareil, il y a aussi des bugs, on va dire, dans l'éducation nationale par rapport à l'illettrisme, les lycées professionnels, enfin qu'on outille plus, et les organismes de formation privée, qu'il y ait plus d'outils, parce qu'aujourd'hui, les outils de travail de lutte contre l'illettrisme
sont méconnus. Il en existe. Par exemple, je peux nommer Talit. C'est des outils, c'est des progiciels qui ont été créés aussi pour aider à former aux Français au savoir de base. Mais ils sont peu connus. En fait, comme dans beaucoup de domaines, hélas, chacun fait un super bon travail, mais dans son coin. Et aujourd'hui, voilà, notre travail était de dire à la région, attention, essayons de mutualiser et que la région anime vraiment ce travail de lutte contre l'illettrisme. Voilà, on arrive au bout. Alors, vous voyez, il y avait 3 diapos que je n'ai pas réussi à passer, mais ce n'est pas très grave. On arrive au bout de cette présentation. Vous avez peut-être des questions à nous poser? Oui. Parce que bon, cette étude a été faite dans le cadre du Conseil économique, social et environnemental, c'est-à-dire des préconisations pour la région Bretagne. Mais je pense que des personnes nous écoutent qui sont chefs d'entreprise ou pas, mais qui ont peut-être envie d'agir dans ce domaine. Donc, on est à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci Anne, merci Gilles pour cette présentation très intéressante et qui est prégnante parce que ce sujet, il faut vraiment qu'on le prenne tous à bras le corps, comme vous le dites. Je voudrais que les participants éventuellement puissent poser leurs questions par questions et réponses. J'en ai déjà 2 ou 3. Pierre me dit qu'il me semble qu'il y aurait un travail plus important à faire en amont, dès le primaire, et un soutien scolaire. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ce problème-là, mais je pense que est-ce qu'on décèle très rapidement les problèmes d'écriture et de lecture en sortie de primaire? C'est vrai que notre choix a été de se porter sur les situations d'illettrisme en entreprise. Ça, c'était le thème de notre étude. Donc, on n'a pas travaillé beaucoup sur l'éducation nationale, mais c'est évident et je trouve que la question est pertinente parce que c'est vraiment en primaire qu'on peut voir qu'il y a des failles et en secondaire aussi d'ailleurs. Comme nous disait Jean René, qui lui-même a vécu l'illettrisme, il a dit à un moment, mon cerveau s'est bloqué. On avait beau m'expliquer, je ne pouvais pas, je n'arrivais pas. L'école, ce n'était pas fait pour moi. Et l'éducation nationale, avec, c'est vrai, les instituteurs qui ont devant eux 30 élèves, et que s'il y en a un qui est en difficulté, on va l'envoyer dans un CMPP ou autre. Il n'y a pas de travail, c'est de la couture qu'il faut faire, c'est comment on dit, la broderie même. De la broderie, parce que c'est il y a vraiment autant de gamins que de situations, et il faut d'abord les détecter et puis trouver un accompagnement. Mais la question, elle est hyper pertinente. Mais là, nous, le Césaire, on avait comme consigne de travailler sur l'entreprise. Effectivement, ce n'est pas le cœur du travail, mais pour répondre à la question quand même, dans les villes, enfin moi je sais qu'à Rennes c'est comme ça, il y a ce qu'on appelle les zones d'éducation prioritaire. Et là, pour le coup, dans les quartiers, notamment dans les classes de CP et de CE1, les classes sont dédoublées, c'est-à-dire que les enseignants ont en phase 2 entre 12 et 15 élèves pour justement permettre de remédier, enfin d'identifier les situations où le jeune ou la jeune a quelques difficultés à écrire, de corriger rapidement la situation et de faire en sorte qu'à l'issue du CP ou du CE1, il y ait une certaine aisance de lecture, quoi. Donc, il y a des choses qui sont faites maintenant. Est-ce que c'est suffisant? C'est une autre paire de manches. Je peux me permettre de poser une question. Moi, c'est concernant un petit peu le problème d'emploi, parce qu'on se trouve confronté dans les entreprises à des pénuries d'emplois qualifiés. Et à côté de ça, on a des gens qui sont, comme tu l'as dit Gilles, qui sont des chômeurs de longue durée. Ce que je voulais savoir, c'est est-ce qu'il y a une corrélation directe entre chômeurs de longue durée et illettrisme? Voilà. Non, je ne pense pas qu'on puisse le dire. Enfin, je ne sais pas si scientifiquement ça peut être établi, je pense que non, mais statistiquement, c'est vrai qu'on va trouver parmi les chômeurs de longue durée certainement plus de personnes sans illettrisme que dans les autres catégories, c'est évident. Des gens qui sont au chômage pendant 1 mois ou 2 mois,
bon, la vie d'aujourd'hui fait qu'on peut être au chômage pendant une courte durée. Mais ceux qui restent effectivement longtemps au chômage, bah, c'est ceux qui ont cumulé quelques difficultés. Et parmi celles-ci, l'illettrisme, ça c'est vrai. D'où l'intérêt de faire un effort et puis de mettre les moyens pour que chacun retrouve un niveau qui permette de trouver un travail assez facilement. Et puis ça, c'est pour les chômeurs, mais tout à l'heure, on le disait dans l'exposé, il y a les personnes en situation d'emploi qui, lorsqu'il y a une restructuration, si elles sont dans une situation d'illettrisme qui n'a pas été détectée, eh bien, le passage d'un emploi en situation d'illettré à la case Pôle emploi, c'est une catastrophe absolue, quoi. Absolue, sur le plan personnel, sur le plan de la santé mentale, sur tous les plans, et sur le plan économique, évidemment. Oui, merci. J'ai juste une autre question que je pose en tant que rotarienne, parce que tu l'as bien dit, et Anne également, que l'illettrisme en entreprise, c'était l'affaire de tous. Et donc, nous, en tant qu'association, effectivement, nous sommes des bénévoles vraiment prêts à effectuer un travail sur le terrain, justement, pour l'illettrisme et pour lutter d'ailleurs contre toutes les exclusions, hein. C'est un principe de solidarité qui est important en tant que rotarien. Je me dis, le problème, c'est que l'illettrisme étant tellement tabou que je pense qu'on manque de porte d'entrée, hein, vers ces personnes qui sont avec cet handicap. Et, et je pense que Anne faisait un moment référence aux personnes en situation d'illettrisme qui avaient tendance à aller vers des petites associations locales. J'en suis pas très persuadée, en fait, hein, et je me dis qu'il y a un vrai travail de communication à faire pour dire, voilà, sur tous les territoires, telle association peut être votre référent. Et c'est quand vous avez dit en préconisation qu'il fallait vraiment avoir des boîtes à outils ou des lieux de rencontre, c'est peut-être là qu'il faut agir sur tous les territoires, et que nous, en tant qu'association, nous pourrons agir. Et autre chose, pour l'action professionnelle, puisque nous voulons être en soutien également à des petites entreprises qui peuvent rencontrer des difficultés sur le territoire. Donc, je pense que il nous faut, la difficulté, je pense, c'est de recenser les illettrés et recenser les entreprises où il y a ce problème d'illettrisme. C'est très difficile de recenser les illettrés parce qu'ils se cachent, ils sont au travail. 51% des personnes en situation de l'illettrisme sont au travail. Et Jean-René Mahé a réussi à cacher son illettrisme pendant 40 ans. Non, pas 40 ans, pendant 25 ans. Et donc, c'est compliqué. Pour revenir sur le monde associatif, c'est Jean-René qui nous disait que c'était un petit peu la seule porte d'entrée, mais tu as raison, Marie-Christine. Beaucoup de personnes en situation d'illettrisme ne connaissent pas les associations qui pourraient les aider. Donc, il y a tout un travail d'animation régionale pour faire connaître les associations et puis faire un travail de maillage territorial. C'est ça qui manque aujourd'hui. La vraie difficulté, effectivement, c'est celle-là, c'est d'identifier les personnes sur l'illettrisme. Mais au sein de la commission du Césaire qui a produit l'étude qu'on présente ce soir, il y a Philippe Plantin, qui est le président de la CMA. Eh bien, il dirige une entreprise de plomberie. Eh bien, il a découvert, à l'occasion de cette étude, en s'intéressant, enfin, en regardant de plus près ce qui se passait, que l'un de ses salariés, qui se débrouillait fort bien, était illettré. Il se débrouillait fort bien. Autrement dit, la vraie question d'identifier, c'est la question majeure. Une fois que c'est fait et une fois qu'on a recueilli le volontariat de la personne, ça roule. Mais c'est effectivement compliqué. Alors, ce qu'on a observé, c'était plus facile avec les femmes qu'avec les hommes, notamment les femmes qui ont des jeunes enfants. L'idée, c'était que en allant chercher leurs enfants à l'école ou en les aidant à faire leurs devoirs, eh bien, elles apprenaient à lire et écrire avec leurs enfants. Alors, c'est tout à fait empirique, mais dans l'entreprise, il y a le contrat de travail, il y a le lien de subordination. Ce n'est pas toujours évident pour un salarié. En plus, il y a son honneur personnel. Je veux dire, le fait de reconnaître qu'on est illettré, ce n'est pas un titre de gloire. Donc, il faut effectivement beaucoup de pédagogie, beaucoup d'empathie pour se dire, cette personne-là, elle est en difficulté, ou elle ne l'est pas maintenant, mais elle peut l'être demain. Comment je peux l'aider sans la mettre en difficulté, en m'adressant à elle de manière peut-être un peu brusque, quoi. Et c'est pour ça que
ça ne s'improvise pas. Il faut essayer de passer par des associations qui vont essayer de régler les difficultés, enfin, faire un peu comme M. Jourdain, quoi, faire de la prose sans le savoir, quoi. C'est vrai que ce sont les associations de terrain qui peuvent faire le plus, parce que ce soit la situation d'illettrisme ou d'électronisme, dont je parlais tout à l'heure, qui est de plus en plus prégnante, les personnes sont invisibles. On parle souvent des invisibles, et ce sont des personnes qui sont chez elles, qui ne sortent pas de chez elles. Et ces personnes-là, il y a sûrement des pépites dont Marie, tu parlais tout à l'heure, que les entreprises avaient du mal à recruter. Il y a forcément des personnes qui pourraient être des pépites pour l'entreprise, mais on ne sait pas où elles sont. Et ça, c'est le travail normalement des institutions, de Pôle emploi, de la mission locale. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus souvent l'association de bénévoles qui fait ce travail-là. Et heureusement qu'ils sont là. Il y a des trucs parfois. L'un de ces trucs avait été présenté par le DRH je ne sais plus, ton ami Anne, qui était intervenue dans la commission. L'idée, c'était… Olivier Bourcard. Voilà. L'idée, par exemple, c'est une nouvelle machine arrive dans l'entreprise et on a besoin de savoir comment elle fonctionne et donc, ou de la démonter. Eh bien, l'idée, c'est peut-être de trouver le prétexte d'un travail strictement professionnel, par exemple, lire la notice de montage et puis identifier une difficulté, ne pas la stigmatiser évidemment, mais c'est un bon moyen pour identifier une difficulté et peut-être guider le salarié concerné vers une remédiation. Ça peut être des choses comme ça. On a parlé de l'entretien professionnel également, mais ça veut dire qu'il faut agir avec beaucoup de tact. Mais il y a des petits trucs comme ça qui permettent de régler l'affaire. Et puis, si on règle l'affaire pour un salarié, quand tout à l'heure je vous parlais de cet abattoir qui en 95 occupait 800 salariés, dont une centaine d'illettrés, eh bien, c'est sûr que si on avait réussi à l'époque à lancer une action de lutte contre l'illettrisme, on n'aurait pas eu 2 ans plus tard un nombre de chômeurs important à la suite du licenciement intervenu, quoi. Et puis, il y a une autre action aussi qui peut être menée au niveau du territoire. Alors, ça existe dans quelques territoires, c'est ce qu'on appelle les opérations de GPEC. C'est-à-dire, sur un territoire, les partenaires identifient des difficultés. Alors, ça peut être soit des licenciements qui peuvent arriver en nombre important, soit au contraire, comme sur un secteur que je connais bien, c'est Vitré-Fougères, des difficultés de recrutement. Et bien là, l'idée, c'est quel diagnostic on pose les uns et les autres, et puis quelles actions en commun on met en place pour y remédier. C'est-à-dire en termes de formation mutualisée. Enfin, il y a des tas de choses qui peuvent se faire parce que tout est possible. On peut créer plein de choses avec l'accord ou même plus que l'accord, la complicité des pouvoirs publics, régions, États, etc. Donc, et vu qu'il y avait une question intéressante, j'aurais bien aimé répondre sur le visa Internet. Un monsieur qui dit qu'il a utilisé le visa Internet, mais qu'il n'a pas eu de… Et ça, c'est intéressant parce que c'est un petit peu ce qu'on dit depuis tout à l'heure et ce qu'on prône, c'est que rien ne vaut, même si ça coûte cher, la relation humaine, l'accompagnement humain, le face-à-face, et que le visa Internet, il faut le remanier. Parce qu'un visa Internet, c'est… on vous ouvre un tuyau informatique, vous apprenez derrière l'écran, comme là on se parle derrière un écran. Alors ça va bien pour des personnes qui sont déjà un petit peu au fait de ça, mais pour la personne qui ne connaît rien à l'informatique ou qui en plus ne sait pas lire, c'est carrément catastrophique. Donc moi je remets en question aussi l'intérêt de ces visas Internet où sur 20 heures, on apprend comme ça, puis on ne sait pas ce que ça donne à la fin. Donc voilà. Je suis complètement d'accord avec ce monsieur de Combourg, je crois. Oui, Pierre de Combourg, oui, qui d'ailleurs disait que pour accéder aux personnes en illettrisme, il faut les aborder avec beaucoup d'humilité et de simplicité. C'est ce que disait Gilles tout à l'heure. Il fallait vraiment du tact, il faut de l'empathie. Mais je pense qu'il faut autre chose. Et je pense qu'il faut qu'on ait des moyens, qu'on nous explique comment le faire au niveau des associations. Ça ne s'improvise pas, je pense, d'essayer de faire lire ou écrire des adultes. Donc, même, c'est pour cela que ça semble pourtant une banalité quand on dit, voilà, on va essayer de le mettre à lire. On a bien fait ça avec nos enfants, par exemple. Mais non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et je pense que quand on parlait aussi de boîte à outils, c'est qu'au niveau des associations,
qui veulent vraiment s'investir dans la lutte contre l'illettrisme, il faut donner les outils. Donc, absolument, il faut des formations, c'est ce qu'on a dit dans notre rapport, dans le rapport du Césaire, donner des formations aux bénévoles des associations, parce qu'on ne s'invente pas professeur comme ça. Non, moi, je pense que la première responsabilité de l'entreprise, c'est d'aider à identifier la difficulté, quoi, dans le propre intérêt de l'entreprise. Hein. Quand une entreprise va changer une machine, par exemple, bien, si celui qui utilise la machine ne sait ni lire ni écrire, il peut maîtriser la machine qu'il commande actuellement, mais demain, il ne saura pas comment commander la suivante. Donc, l'intérêt de l'entreprise, l'intérêt bien compris, c'est d'essayer de discuter effectivement avec empathie, parce que sinon, ce n'est même pas la peine d'y penser. Et puis, une fois qu'on a identifié, de guider vers une association qui va prendre en charge sur l'aspect technique. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. Il ne faut pas faire soi-même parce qu'effectivement, les chefs d'entreprise ont autre chose à faire. Ce n'est pas leur boulot d'apprendre à lire et écrire à leurs salariés. À mon avis, ce n'est pas leur rôle. Et ils ne sauront pas faire. Ils auront autre chose à faire. Bon, alors, je pense qu'on a bien compris alors que vraiment l'illettrisme, de façon générale, mais plus particulièrement l'illettrisme en entreprise, c'était l'affaire de tous et que tous, associations, organisations patronales, organisations salariales, chefs d'entreprise, à tout niveau, et évidemment les acteurs publics, il faut vraiment travailler ensemble pour pouvoir arriver justement à endiguer, parce que je pense que c'est le mot, cet illettrisme qui est un handicap, un handicap à vie. Qui est encore plus fort aujourd'hui avec Oui. le numérique, qui a été décuplé. Bon, alors, il y a une chose que je voulais dire aussi aux participants, puisque j'ai la parole, c'est que s'ils veulent se procurer l'étude, l'illettrisme en entreprise affaires de tous, ils peuvent me contacter. Alors, je ne sais pas où je peux écrire, je peux donner mon mail, je ne sais pas où je peux l'écrire, peut-être que Dominique va me le dire. Tu peux l'écrire dans discussion et tu mets à l'ensemble des participants. Converser à l'ensemble des participants, alors, d'accord? Voilà. Écoute, non, je ne vois pas. Bon, écoute, c'est pas. Donc, je peux le donner, hein, pour ceux qui veulent le noter. Donc, M Legal, M comme Marie, Legal, Legal, 26, @gmail.com. Donc, et je servirai de relais avec le Césaire pour qu'il vous soit envoyé cette étude par voie postale. Et sinon, l'étude peut aussi être vue sur le site du Césaire, n'est-ce pas? Je ne me trompe pas, du moins la synthèse. Tout à fait. Voilà. Sur le site du Césaire, vous avez l'étude. Ouais. Écoutez, merci Anne. Il y a peut-être une autre question. Voilà. Voilà. Merci Anne, merci Gilles pour cet éclairage et puis ce sujet qui a été, je pense, trouvé très intéressant par les membres rotariens et non rotariens qui ont participé à ce webinaire. Donc, je vous remercie tous. Donc, et je crois qu'on peut se trousser les manches un petit peu tous pour que ça avance et qu'il n'y a plus de personnes qui restent sur le bord de la route. Et voilà. Ça fait partie je pense, des priorités, c'est la solidarité, hein, quelle qu'elle soit. Alors, je pense qu'il y a un film qui est intéressant, que j'ai visionné, qui s'appelle Au pied de la lettre, c'est ça, qui a été réalisé en Bretagne, qui est sur la situation d'illettrisme et puis la façon de s'en sortir. Donc, si vous pouvez y avoir accès, pourquoi pas, ce serait une suite à ce webinaire. Donc, merci à tous. Merci Dominique de nous avoir soutenu logistiquement. Voilà. Merci à mon président. Et justement, je regardais le décrochage. Il n'y a pratiquement pas eu de décrochage. Conclusion, c'est que votre conférence était certainement très intéressante et passionnante, ce que je confirme. Merci beaucoup à tous. Merci. Merci. On est ravis que le Rotary s'intéresse à
à ce sujet C'est tellement une- d'actualité. Absolument. C'est Merci. une des causes que défend le Rotary. Voilà. Donc, merci encore. Bonne soirée. Bonne soirée. Au À revoir à bientôt. tous. Au Au revoir revoir. à tous.